Bonjour à toutes et à tous. Les vaccins ARN messagers, un temps détourné de leur objectif initial de la cancérologie par la Covid-19, sont en train de réinvestir le champ de l'oncologie, en général bien sûr, mais celui du mélanome en particulier. Et donc nous allons parler mélanome, vaccins ARN messagers, l'évolution rapide de la recherche et bien sûr leurs implications en politique de santé avec notre invité qui est aujourd'hui le professeur Céleste Lebé, spécialiste et chercheur reconnu dans la prise en charge du mélanome. Mais tout d'abord, on écoute l'éditorial de notre rédacteur en chef, Thierry Borsat. L'ARN messager, c'est une épopée scientifique qui va probablement marquer un tournant dans la médecine. Une épopée parce que, comme toute avancée révolutionnaire, cette technique a d'abord rencontré un scepticisme généralisé. Tout a commencé dans les années 1980 grâce à une chercheuse hongroise, Katalin Karikó, qui a eu l'intuition que l'ARN messager pouvait être utilisé pour déclencher une réaction immunitaire sur mesure en fléchant la production de protéines capables de s'attaquer à des virus ou de remplacer une protéine défaillante dans des maladies génétiques. Mais la communauté scientifique a mis du temps à valider cette technique. Il faut dire qu'elle était freinée par deux obstacles majeurs, la fragilité de la molécule générant la réaction immunitaire et des réponses inflammatoires mal contrôlées. Alors résultat, malgré des premiers résultats encourageants, laboratoires et institutions scientifiques se sont montrés très prudents dans le financement de la recherche sur l'ARN messager. Prudent jusqu'à ce qu'un vilain virus apparu en Chine, le SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de Covid-19, déclenche une crise sanitaire mondiale en 2019, faisant apparaître l'urgence de trouver un vaccin contre ce nouvel agent pathogène. Et qui dit vaccin, dit déclenchement provoqué d'une réponse immunitaire. Exactement ce que permet de faire l'ARN messager. Alors tout s'est accéléré. En même temps que le monde entier découvrait l'existence de cette technique et plaçait en elle l'espoir de disposer d'une arme anti-Covid, les crédits de recherche sont devenus abondants, aboutissant à la mise au point ultra rapide de vaccins. Bouclier efficace contre le virus responsable de la pandémie, cette technique a par ailleurs, grâce à la quasi-généralisation des campagnes de vaccination, bénéficié d'une gigantesque base de données sur son fonctionnement et ses effets. Un effet turbo qui non seulement a valu un prix Nobel de médecine en 2023 à Katalin Karikó et Drew Weissman, les deux chercheurs qui avaient parié sur l'ARN messager, mais qui permet surtout aujourd'hui d'ouvrir de nouvelles perspectives, notamment dans le traitement des cancers. L'ARNM permet en effet de disposer dans ce domaine de traitements personnalisés, comme le montre un vaccin contre le mélanome actuellement testé sur des patients britanniques, alors que des essais cliniques sont en cours sur d'autres vaccins et le traitement de tumeurs du poumon, du côlon et du sein. De quoi faire taire les polémiques sur une technique que certains ont voulu assimiler à une thérapie génique avec toutes les craintes qui accompagnent cette notion. En sauvant le monde du Covid, l'ARN messager a ouvert à coup sûr la voie à de nouveaux espoirs et s'apprête à écrire un nouveau chapitre de la grande histoire de la médecine. Merci Thierry. Bonjour Céleste Lebé. Bonjour. Alors vous êtes professeur de dermatologie, vous êtes responsable du centre de traitement des cancers cutanés à l'hôpital Saint-Louis et vous êtes chercheur depuis des années et vous avez accompagné on va dire, tout le développement de la dermatologie oncologique moderne. Et vous nous donnerez les tenants, les aboutissants de cette recherche et on espère un petit peu son avenir. Et pour discuter avec vous des vaccins ARN en oncologie et leurs implications, à mes côtés, notre invité permanent, le professeur Jean-François Bergmann. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien chef de service de thérapeutique à l'hôpital Lariboisière à Paris. Vous avez travaillé beaucoup dans le médicament et le développement des médicaments. Et vous êtes bien sûr toujours passionné d'innovation médicale et également soucieux de l'accès au progrès pour le plus grand nombre. Alors si on commence un petit peu avec le mélanome, des innovations, vous en avez connu un certain nombre depuis une époque où le traitement des cancers en phase avancée, mélanome, était plutôt assez difficile. Vous nous rappelez un petit peu ces étapes et les enjeux de la prise en charge des cancers ? C'est ça, donc le mélanome, c'est le cancer de la peau le plus grave, comme vous l'avez dit. Et pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'il peut métastaser. Et parce qu'il n'est pas sensible aux techniques que vous aviez à l'époque ? Et parce que donc, lorsqu'il a métastasé, je dirais, c'est un cancer qui n'est pas chimiosensible, qui n'est pas radiosensible. Et pendant très longtemps, on n'a virtuellement rien eu pour les formes avancées de ce cancer, jusque dans les années 2010, où sont arrivées, pour certains types de mélanomes seulement, des thérapies ciblées, et puis surtout pour l'ensemble des mélanomes, des immunothérapies qui sont finalement un blocage
image de pédale de frein qu'on met à la surface de nos lymphocytes et qui marche remarquablement bien dans le mélanome. On disait que le cancer masque un petit peu, enfin se camoufle, et l'immunothérapie permettait de lever ce camouflage, c'est ça? Alors oui, c'est ça. Donc, alors ça, c'est pas propre au mélanome, mais le cancer, comme vous le dites, se camoufle. Il modifie son environnement pour le camoufler encore mieux. Donc ces nouveaux traitements, ils agissent essentiellement sur ce qu'on appelle les lymphocytes T, donc ces soldats de l'immunité qui ont des pédales d'activation, des pédales de frein. Et donc on a appris à actionner ces pédales et on est arrivé à des survies incroyables puisque aujourd'hui le mélanome métastatique, eh bien, il y en a plus de 50% qui sont en vie à 5 ans, alors qu'auparavant, il y a 15 ans, c'est une médiane de survie de 6 à 8 mois. Alors au départ, c'était réservé bien sûr aux formes les plus sévères métastatiques, et puis petit à petit, on voit que ces thérapeutiques sont tellement intéressantes que vous leur faites remonter les lignes, et la tendance, c'est quoi? Alors effectivement, ça c'est, je dirais, comme toujours en oncologie, une fois que vous avez validé un traitement dans les formes avancées, vous cherchez à éviter les rechutes dans des formes plus sévères, ce qu'on appelle les traitements adjuvants, et donc ces mêmes traitements, thérapie ciblée et immunothérapie, se sont évalués en traitement adjuvant dans les formes qui étaient les plus à risque de métastaser, et ont démontré un impact dans la survie, ce qu'on appelle la survie sans récidive, la survie sans métastase. Et la grande nouveauté du mélanome, mais également, je dirais, globalement en oncologie, c'est l'arrivée de ces traitements, ce qu'on appelle en néoadjuvant ou périopératoire, c'est-à-dire des patients qui rechutent sous la forme d'un ganglion, par exemple, eh bien, avant de leur enlever, puisque chirurgie restait le traitement, eh bien, on va leur donner cette immunothérapie. On va se servir finalement de la tumeur en place comme une sorte de vaccin pour aider l'immunothérapie à agir. Et alors, il reste quand même, malgré tout, malgré ces progrès immenses, des besoins, comme on dit, non satisfaits, unmet need? Absolument. Alors, dans le domaine des mélanomes qui métastasent, eh bien, on comprend aisément que les patients qui rechutent après un traitement adjuvant, là, on a besoin de nouvelles idées, de nouveaux principes. Il y en a qui semblent prometteurs, mais il n'y en a pas encore de validés. Et puis on a envie, en fait, de donner ces traitements ou d'être actifs sur des mélanomes, je dirais, qui sont moins à risque de rechute, mais qui peut-être vont rechuter. Et du coup, d'avoir des traitements de mieux en mieux tolérés permettrait d'étendre peut-être ces traitements adjuvants ou préventifs, au moins pour ceux chez qui on découvrirait des signatures qui seraient alarmantes vis-à-vis de leur potentiel futur. Alors maintenant, on arrive aux vaccins, et en particulier les vaccins à ARN, puisque ce n'est pas nouveau en dermato-oncologie ou en oncodermatologie, je ne sais pas comment vous dites. Il y avait déjà eu des expériences de vaccins dans le passé. En fait, depuis tout le XXe siècle, a consisté, avant l'arrivée de ces immunothérapies qui marchent, moi j'ai passé, j'allais dire mon enfance, mon internat, mon clinica, à tester des vaccins qui ne marchaient pas. Qui marchaient chez la souris, mais qui ne marchaient pas chez l'homme. Et pourquoi ils ne marchaient pas? Probablement pour différentes raisons. Est-ce que le ciblage, est-ce que les antigènes qui étaient utilisés n'étaient pas les bons? Je dirais les ARN messagers, on va y revenir, en fait, codent pour ce qu'on appelle des néo-antigènes, c'est-à-dire des antigènes qui sont fabriqués par la tumeur elle-même, qui parfois, d'ailleurs, on ne sait pas très bien à quoi elles servent, peut-être à rien, mais qui servent, si vous voulez, de petits voyants pour éduquer le système immunitaire. Et puis on ne connaissait pas également, je dirais, les avancées dans le domaine de l'immunologie, et notamment de l'étude du micro-environnement, de tous les mécanismes de résistance que la tumeur met en place ou fait mettre en place, étaient loin d'être aussi bien connus. Donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs facteurs qui font que... Oui, parce que donc, pour rappeler ce que vous avez dit, mais pas développé, c'est qu'on agit sur les lymphocytes qui sont à l'intérieur de la tumeur. En tout cas, on agit sur les lymphocytes et on voudrait qu'ils arrivent dans la tumeur. Alors Jean-François, votre première question sur cet aspect de vaccin, effectivement, puisque c'est un concept. Oui, alors si j'ai bien compris, en fait, c'est pas un bout d'antigène tumoral qu'on injecte, mais c'est l'ARN messager qui va faire fabriquer ce bout d'antigène. Ça va entraîner une réaction
immunitaire avec des anticorps lymphocytes T, et on espère que ces anticorps ils vont être actifs sur les antigènes tumoraux et par là vont tuer les cellules tumorales qui seraient restées, puisqu'on est souvent en adjuvant. Pour nous, enfin, habituellement, le vaccin, c'est un vaccin. C'est-à-dire qu'on pense à bactéries, à un virus, on injecte un bout de la bactérie ou du virus pour que les anticorps qu'on va garder pendant peut-être des années empêchent de contaminer, permettre de tuer le prochain contact avec le virus. Là, c'est pas vraiment un vaccin. Enfin, c'est un vaccin ou c'est... Je dirais ça se veut être un vaccin, mais la grosse difficulté, ou une des grosses difficultés, c'est quand on veut vacciner contre un virus, une bactérie, on vaccine contre quelque chose qui n'est pas soi. Les protéines de la bactérie ou les caractéristiques de ces corps étrangers n'ont pas été présentées à notre système immunitaire pour l'habituer à se taire. Le cancer, c'est quelque chose qu'on fabrique nous-mêmes, hein, et donc c'est quand même à l'origine nos protéines, hein, et donc arriver à faire reconnaître comme étranger quelque chose qui s'est développé à partir de nous-mêmes, et donc lever la tolérance, hein, je crois que c'est ce qui a manqué au départ aux premières tentatives de vaccination. Et du coup, l'idée, en tout cas, dans le mélanome, où finalement il y a beaucoup de mutations, ce qui génère beaucoup de nouvelles figures, de nouveaux antigènes, c'est d'espérer que certains soient particulièrement, qu'on puisse monter une réponse contre certains et qu'on y arrive parce qu'on arrive à le définir comme non-soi. Et quand on parle beaucoup d'anticorps, mais on en a reparlé au moment de la Covid, les vaccins agissent à la fois sur la sécrétion d'anticorps, donc sur les lymphocytes B, mais aussi sur des lymphocytes T. Oui, là je dirais ce qui a été beaucoup étudié, c'est les réponses lymphocytaires T. Je pense qu'il ne faut effectivement pas sous-estimer l'importance de la réponse anticorps, la réponse B, y compris dans tous les domaines de l'immunothérapie. Mais c'est vrai qu'on mesure plutôt notre efficacité sur l'activation des lymphocytes T. Alors vous nous dites que la grosse difficulté, c'est d'isoler ces différents antigènes fabriqués par la cellule qui mute en permanence, et qu'on avait dans le passé des vaccins qui ciblaient une seule protéine. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer ces protéines qu'on sort? On a une espèce de On a des nouveaux outils, je crois que c'est vraiment, faut en parler. Je veux dire, les techniques de séquençage du génome n'existaient pas il y a un siècle quand on a commencé à faire des vaccins. Maintenant, vous pouvez prendre un tout petit bout de tumeur, 20 coupes de tumeur, moins de 2 mm3 de tumeur, et en moins de 6 semaines, vous allez, grâce au séquençage au débit de la tumeur, avec un séquençage également des ARN, de l'ADN, des cellules témoins, des cellules du sang, vous allez pouvoir, et grâce à des logiciels en fait qui permettent de prédire sur l'ordinateur que parmi la centaine ou les 200 néo-antigènes que vous avez trouvés, eh bien, il y en a une trentaine qui vont être les meilleurs, en tout cas sur l'ordinateur, pour stimuler le système immunitaire. Ça, c'est des outils qu'on n'avait pas il y a ne serait-ce que 50 ans. On rêverait d'ailleurs qu'on trouve une mutation universelle à tous les mélanomes. Et à ce moment-là, il y aurait le vaccin universel. C'est possible, ça? Je dirais une mutation universelle. On en a une qu'on a dans 50% à peu près des mélanomes, c'est la mutation BRAF. C'est beaucoup. C'est beaucoup. De la même façon qu'on a dans certains cancers, poumons, pancréas, des mutations d'NRAS ou de KRAS. Néanmoins, alors il est possible qu'il y a eu des tentatives, mais sur des phases 1 très précoces, de vaccination avec des vaccins ARN qui codent pour des fragments différents de cette forme mutée de NRAS. Je dirais que c'est probablement, il va falloir le coup de bol, le coup de chance pour trouver finalement la forme, l'épitope qui va être susceptible d'être vraiment reconnue comme l'étranger et vis-à-vis duquel l'organisme va décider de monter la réponse. C'est moins périlleux, je pense, de prendre les antigènes propres tumoraux de chaque tumeur.
c'est-à-dire de faire quelque chose à la carte personnalisée. Oui, mais ça c'est coûteux, long, et puis on ne peut pas faire ça facilement pour chacun des malades. Eh ben, c'est ce qu'on fait dans l'essai dans lequel on inclut actuellement un essai de phase 3 qui fait suite à un essai qui a été publié l'année dernière de phase 2. Alors, vous avez raison, Jean-Paul, on se situe là, non pas sur des myélanomes métastatiques, mais en prévention, donc en adjuvant. Et l'essai en question avait comparé des patients à risque de récidive qu'on traitait simplement avec des anti-PD1, dont notre classique, versus anti-PD1 plus vaccin personnalisé. Et en l'espace de 6 semaines, je dirais, les laboratoires Moderna, en partenariat avec les laboratoires Merck, arrivaient à mettre au point un vaccin personnalisé. Et cet essai, en fait, a montré des résultats positifs. On diminue de près de 50% le risque de récidive et de 40% le risque de métastase à distance par rapport à de l'immunothérapie. C'est en sus de l'immunothérapie. C'est en plus de l'immunothérapie. Vous avez dit que c'était déjà un progrès. Comment ? Et en sus de la chirurgie aussi. Et en plus de la chirurgie, parce qu'il est vrai que ces patients étaient tous traités, on leur enlevait les chaînes ganglionnaires avant de leur donner ça. Donc c'est des mélanomes à haut risque de métastase, on les opère, on espère en avoir enlevé la tumeur le plus possible. On sait qu'il peut y avoir des cellules restantes, en particulier dans les ganglions. On tape dessus avec les PD-1 et on retape dessus avec le vaccin. Donc on conçoit bien que l'idée n'est pas d'avoir une énorme masse d'anticorps qui viendrait manger une tumeur. C'est ça. Impossible, mais les quelques cellules restantes qui ont échappé à la chirurgie, elles seraient agressées par l'immunothérapie et par les vaccins. C'est ce qu'on espère, et ce faisant, finalement, intervenir à un moment où, comme vous le dites, la masse tumorale est très faible, elle est microscopique, et les mécanismes de résistance, notamment liés à l'hétérogénéité de ces tumeurs, est moins important que quand on a des métastases plein les poumons. Et si vous parlez de résistance, est-ce que ça veut dire que petit à petit, les cellules tumorales vont s'adapter à l'existence de ces anticorps ou de ces lymphocytes T agissant sur une des protéines tumorales et vont muter, ce qui pourrait expliquer le résultat temporaire de cette vaccinothérapie? Je dirais, c'est malheureusement hautement probable. C'est pour ça aussi que d'avoir plusieurs néoantigènes dans la course permettra de pérenniser les réponses. Mais effectivement, on est voué à des mécanismes d'échappement potentiels si toutefois on n'a pas éradiqué la tumeur. Peut-être que dans le cas idéal, on peut de temps en temps éradiquer la tumeur, mais sinon, eh bien, la tumeur, elle se défend, elle peut, je dirais, redevenir invisible en masquant ce qu'on appelle, ou en perdant ces molécules HLA, c'est ce qui permet finalement la reconnaissance. Et il y a des tas d'autres mécanismes de résistance possibles. Et alors justement, si on fait des vaccins individualisés en adjuvant, qu'est-ce qui nous empêche de refaire des vaccins individualisés au stade métastatique? Est-ce que ça a une logique parce que le profil aura changé? Et est-ce que la question corollaire, c'est est-ce que toutes les métastases sont équivalentes? Ou est-ce qu'il y a une hétérogénéité même entre les métastases? Moi, je pense que c'était une bonne chose de commencer par une situation plus, je dirais, facile, entre guillemets, qu'est l'adjuvant. Mais effectivement, on a tous envie de voir arriver des essais au stade métastatique en combinant les différentes approches. Et d'ailleurs, pour quitter le mélanome, je dirais la même année, l'an dernier, il y a eu quelques phases 1 dans le pancréas, dans le cancer colorectal, avec une approche ARN, soit néoantigène, soit antigène RAS, avec trop peu de malades pour qu'on puisse en dire quoi que ce soit. Il y a un essai où il y avait 0 réponse clinique, un essai où il y en avait 2. Mais dans tous les cas, on montrait quand même qu'on générait dans le sang des réponses immunologiques. Et qui sont durables?
Ça n'a pas été montré. Et alors donc, si on résume, l'intérêt des ARN messagers, c'est que ça permet de faire des ARN pour cibler, pour faire fabriquer différentes protéines. Donc on élargit le panel, et à partir de là, donc la discussion, c'est soit on fait un assortiment qui va marcher chez le plus possible de malades, et ça sera un vaccin universel, soit on a un assortiment individualisé, et donc à partir de là, c'est quoi les différences entre les deux? L'universel, on risque de passer à côté, et l'individualisé, c'est plus lourd à fabriquer? L'individualisé, on a montré qu'on pouvait le faire, et je pense que voilà, c'est faisable en 6 semaines, donc c'est prêt à utiliser. Maintenant, c'est probablement beaucoup plus cher, et puis c'est probablement très intéressant dans des mélanomes riches en mutations, dans des cancers riches en mutations comme le mélanome, probablement le cancer du poumon. Tous les cancers ne sont pas hautement mutés comme le mélanome, donc... Mais ce n'est pas toujours un peu les mêmes mutations qui reviennent? Dans les néo-antigènes, non. Non. Donc on ne pourrait pas faire une soupe pour tout le monde. Une espèce, c'est pas un antibiogramme, mais un vaccinogramme qui dirait, ben voilà, votre tumeur... Celui-là, c'est le vaccin A, lui, c'est le vaccin B. À ma connaissance, non. Majeures, on va vous donner 3 vaccins à ARN. À ma connaissance, non, mais tout ça, à mon avis, je dirais, mérite d'être... ça peut arriver. Je dirais revu en termes de bioinformatique. Il y a peut-être des études à faire, vous avez raison. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas ce qui est publié. Et intellectuellement, on se dit qu'effectivement, voilà, il n'y a pas un mélanome qui a la même charge mutationnelle que l'autre. Hein. Donc, et le fait de donner l'immunothérapie conjointement, ça prolonge l'efficacité vaccinale, ça diminue le risque d'apparition de résistance, par exemple? Est-ce que c'est pas ça qui fait que ça marche, hein? Parce que finalement, vous pouvez toujours essayer de monter des réponses immunitaires, mais si finalement les T lymphocytes que vous générez arrivent dans la tumeur et qui ne peuvent pas, s'ils peuvent pas arriver dans la tumeur, ou si en fait ils ne peuvent pas marcher parce que finalement ils expriment plein de PD1 par exemple, hein, ou que la tumeur exprime plein de PDL1, moi, je pense que c'était très habile de le combiner d'emblée. De toute façon, il n'y avait pas le choix, parce que c'était un standard, hein, mais de le combiner d'emblée avec quelque chose qui ouvrait d'autres portes, qui contrecarrait d'autres mécanismes. Et pourquoi PD1 et PDL1 et pas d'autres associations qu'on a vues comme les CTLA4 ? Alors, pour une raison simple, c'est que les anti-CTLA4, je dirais, ne sont plus utilisés seuls. Hein. Dans le mélanome, ça a été la grand-mère des immunothérapies. Hein. C'est par là que tout a commencé, mais on s'est vite rendu compte que les taux de réponse étaient faibles, hein, et que c'était ultra toxique. Hein. Et donc, chemin faisant, ce qui a fait sa preuve en préventif, en adjuvant, c'est les anti-PD1. Donc, c'était logique de combiner aux anti-PD1. Et alors là, vous revenez de l'ASCO, les tendances de la recherche et les tendances... Une plénière pour l'oncodermatologie à l'ASCO, avec l'essai NADINA, conduit par notre collègue néerlandais Christian Blanc. C'est un essai qui est multinational et qui a... Alors, puisque vous aimez les anti-CTLA4, Jean-Paul, anti-CTLA4 plus anti-PD1, 2 perfusions en néoadjuvant, donc avant la chirurgie, puis anti-PD1 adjuvant, ça fait mieux, mais beaucoup mieux que l'adjuvant tout seul. D'accord, donc on voit que vous continuez à remonter les lignes. Il y a eu des actualisations sur l'étude sur les vaccins, ou c'est plus tard dans l'année qu'on l'aura? Non, il y a une actualisation, et avec donc plus de maturité, de très belles courbes de survie sans récidive et de survie sans métastase à distance. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que les courbes continuent à s'écarter. S'écarter, oui. Même pas un plateau, c'est que ça continue à s'écarter, en fait. Donc c'est un effet rémanent. Rémanent. Et la phase 3, ce sera plutôt vers la fin de l'année? À mon avis, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura les premiers résultats, mais pas avant l'année prochaine. D'accord. Et alors vous travaillez aussi sur le mélanome, bien sûr, mais aussi sur d'autres cancers, et c'est des techniques qu'on est susceptible d'appliquer à d'autres cancers? Alors en tout cas, il y a eu peu de temps avant qu'on voit arriver les mêmes
Big Pharma en fait, nous proposait des essais dans d'autres cancers, notamment ce qu'on appelle les cancers épidermoïdes, qui sont beaucoup plus fréquents que le mélanome. Alors, heureusement, je dirais, les formes qui nécessitent, qui sont à risque de récidive ou de métastase sont beaucoup moins fréquentes que le mélanome, mais ça arrive. Et là, on vient de mettre en place un essai qui combine les anti-PD1 avec des vaccins, là encore, personnalisés. Donc on voit qu'on rentre dans quelque chose qui s'installe. Peut-être une question sur la tolérance et les... Oui, les vaccins, en fait, on les injecte combien de fois? Et derrière cette question donc, du schéma thérapeutique, c'est quoi les risques pour les patients d'avoir cet ARN messager et donc cette fabrication de protéines tumorales? Alors, donc on les injecte dans les protocoles qui sont proposés là actuellement, c'est toutes les 3 semaines. Indéfiniment? Non, on fait moins de 10 injections, puis après on arrête. Le principe d'un traitement adjuvant, finalement, c'est que c'est borné, en fait. Et quant à la tolérance, alors ils ont été administrés avec un anti-PD1. Donc quand on compare les deux groupes, on retrouve les effets secondaires de nos anti-PD1 avec les risques d'auto-immunité, les mêmes pourcentages. Donc ça ne semble pas augmenter du tout ce risque. Par contre, on a fréquemment un syndrome grippal, mais de très faible intensité et qui s'atténue. Donc, et qui ne croit pas avec l'utilisation des vaccins. Ça ne croit pas au fur et à mesure de l'utilisation des vaccins. Il n'y a pas d'immunisation contre le vaccin. Pour l'instant, pas qu'on ait vu. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission sur cette innovation passionnante. Donc, l'oncodermatologie a déjà été pionnière sur l'immunothérapie. Comment ça se fait qu'elle soit aussi pionnière sur les vaccins ARN dans le cancer et dans le mélanome et les épidermoïdes? Alors, je pense que, je dirais, la recherche génère de la recherche. Et puis, les besoins thérapeutiques génèrent de la recherche. C'est-à-dire que, voilà, on est content, après des centaines d'années de désert thérapeutique, d'avoir eu ces avancées. Maintenant, on est bien conscient que si 50% des mélanomes sont survivants à 5 ans, il y en a quand même 50% qui décèdent. Et donc, le progrès doit avancer. Et donc les vaccins, je dirais, le mélanome s'y prête bien parce que c'est effectivement une tumeur caractérisée par un fort potentiel de néo-antigènes, donc de mutations. Et du coup, c'est vrai que c'était un modèle idéal. Et la France est leader ? Dans le développement, non. Je dirais que c'est malheureusement pas le cas que du mélanome. Oui. Je crois que c'est valable pour des tas de données, notamment pour les CAR-T-cells, par exemple, où là, malgré des équipes très compétentes, capables de développer des choses, c'est effectivement pas le cas. Maintenant, on est très bon dans les essais cliniques. On fait partie des meilleurs inclueurs en Europe et même dans le monde. Ce qui est une exception française. Où on est plutôt en retard. Dans le domaine de l'oncologie, en tout cas. Dans le domaine de l'oncologie. Il ne faut plus dire ça. Je crois que maintenant, la France s'est bien améliorée. Mais vous parliez des CAR-T, je rebondis là-dessus. Le grand problème des CAR-T, c'est d'envoyer les cellules du malade outre-Atlantique, essentiellement. Là aussi, tout se fait hors de l'Europe. Alors, à ma connaissance, moi, je ne suis pas hématologie et les CAR-T ne sont pas encore arrivés. Mais pour les vaccins mélanome? Ah, pour l'instant, ça se fait hors de l'Europe, oui. Mais je dirais que ça, à mon avis, c'est des choses qui pourraient changer, quoi. Donc on pourrait faire un plaidoyer pour une usine de vaccins à ARN messager, ne serait-ce que pour servir l'Europe, parce en tout cas, en Europe, c'est la même chose dans les autres pays d'Europe de l'Ouest. En Europe, il y a des compétences qui pourraient être utilisées, c'est clair. Est-ce que ça va coûter cher, a priori, ces vaccins? Est-ce qu'on a une idée de... Parce que les CAR-T-cells, on sait que ça coûte très cher. Oui. Est-ce que ça, c'est des vaccins qui seront chers? Et si oui, c'est lié au processus? Alors, je ne suis pas dans les secrets des dieux et je vous dirais que, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de prix. La seule molécule nouvelle dont on n'a pas parlé, mais qui a été approuvée dans le myélome métastatique aux États-Unis, mais pas encore en Europe, parce qu'elle n'a réellement pas encore fait ses preuves, c'est ce qu'on appelle les TIL, les lymphocytes T infiltrant les tumeurs, qu'on extrait du malade
et qu'on réinjecte après les avoir stimulés. Et donc, je dirais, c'est approuvé aux États-Unis pour la modique somme de $500 000. C'est comme les carticelles, quoi. Voilà. Mais c'est moins compliqué à administrer sans doute que les carticelles, mais ça... Non, parce que pour l'instant, ça s'administre avec de l'interleukine 2 à forte dose. Ah ouais. Ce qui veut dire quand même que le coût, mais c'est une bonne chose, c'est la preuve de l'efficacité, le coût de la prise en charge d'un mélanome hors de la chirurgie, donc à risque de métastase, quand on pense à ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans, c'est-à-dire rien, et tout ce qui peut être fait maintenant, avec l'immunothérapie, avec les lignes successives, avec la durée de survie qui fait des survies plus longues, donc des traitements plus longs et plus nombreux, plus le prix éventuel de ces vaccins, va conduire en termes de santé publique à un coût par patient qui n'a rien à voir avec ce qu'il était autrefois, je pense. Sauf si on est en adjuvant. Ouais. Alors, sauf si on est en adjuvant. C'est-à-dire qu'au stade métastatique, Isabelle Borgé avait fait, avec notre cohorte Melbaz, une étude qui montrait, alors je ne sais plus tous les chiffres en tête, mais le jour et la nuit entre le coût d'un mélone métastatique au temps du déticène et le coût maintenant. Alors déjà, au stade métastatique, avec le recul, je dirais 50% des gens qui vivent, c'est des gens qui travaillent, hein. C'est des traitements, finalement, dont la toxicité est immédiate, mais je veux dire, c'est pas des traitements qui vous fatiguent au quotidien, donc les gens peuvent travailler. Et si en adjuvant, je dirais, on arrive à sauver des vies... éviter des métastases, en tout cas. Et éviter les métastases. On réduit les coûts. Là, je pense que vous avez diminué les coûts, surtout si on imagine que ces vaccins, je dirais, peuvent arriver à marcher tout seuls, hein, dans des stades, cette fois, beaucoup plus précoces. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que finalement, je dirais, ces traitements néo-adjuvants, ils vont cibler finalement la moitié de nos malades qui deviendront métastatiques. Et les autres, c'est des malades qui sont moins à risque individuellement, mais ils sont tellement plus nombreux qu'ils vont faire l'autre moitié des malades métastatiques. Et donc, si on veut avoir une influence en termes de santé publique, il va falloir trouver le moyen de jouer sur aussi ces patients-là. Et d'avoir un vaccin très bien toléré, comme un vaccin contre le Covid, ça serait génial. On a vu qu'un vaccin contre le Covid à ARN messager, ça coûte 10 €. C'est pas les prix habituels dans le monde de l'oncologie. Ça a augmenté, je crois, un petit peu quand même. Mais pendant la Covid, c'était 10 €. Quand on en commande 50 millions aussi, ça fait... Oui. Mais, alors bien évidemment, si c'est un vaccin individualisé, c'est beaucoup plus cher, mais si on rêve d'un vaccin universel, c'est-à-dire qui serait pan-mutation ou multimutation, la technique de fabrication par rapport à celle d'un carticelle pourrait laisser espérer des prix de fabrication, j'entends, assez bas. Après, il y a les prix de développement, et vos essais cliniques sont infiniment plus coûteux que les essais en infectiologie. Mais... il y a une... Enfin, pardon, là, non, c'est parfait. Il y a une espèce d'habitude de dire en cancéro, c'est cher, mais après tout, si le produit en lui-même est facile à fabriquer, pourquoi est-ce qu'un jour, on ne pourrait pas avoir des traitements très efficaces en cancérologie et moins chers que ces dernières années? On peut, en tout cas, l'espérer. Et peut-être un petit mot sur la façon dont en France on pourrait changer de braquet. Est-ce que le gouvernement, l'État ne peut pas tout faire? On l'a déjà vu dans d'autres domaines. Est-ce qu'il faut donc envisager d'autres façons de travailler? Peut-être que ça veut dire, est-ce que vous vous sentez soutenu dans vos activités de recherche fondamentales, transitionnelles et cliniques, translationnelles et cliniques, par les structures d'aide à la recherche en France? Ou c'est toujours les industriels qui sont nos bienfaiteurs? Je vais rester dans un domaine que je connais bien, qui est celui de la recherche thérapeutique. On n'a pas parlé d'une fraction de malades qui sont désespérés, qui sont des malades avec une atteinte des enveloppes du cerveau. On en voit de plus en plus maintenant que les patients vivent. J'ai voulu monter un essai où on injectait en fait dans les enveloppes du cerveau ces anticorps. Eh bien, le gouvernement était prêt à financer l'essai, mais à condition que les laboratoires donnent les molécules. Et ça a été une absence de dialogue. Donc, je pense je dirais que la recherche n'est pas facilitée du tout actuellement. Quant à la recherche fondamentale, il suffit effectivement de voir, je
dirais, les chercheurs pleurer après leur crédit pour comprendre que je dirais, les moyens ne sont pas les mêmes que dans certains grands laboratoires de Suisse ou américains, c'est clair. Alors ma question va peut-être aller à tous les deux, mais pourquoi en France on a spécifiquement un problème? On voit qu'en Angleterre, aux États-Unis, même je crois en Allemagne, il y a des partenariats publics-privés dans la recherche qui sont assez développés, assez fluides, on a l'impression. Et en France, ça semble plus compliqué. Et c'est quoi l'élément bloquant? Il y en a des partenariats publics-privés à bien des niveaux, mais je pense qu'il en faudrait encore davantage. Encore plus? Je pense qu'il en faudrait encore davantage. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de partage du travail entre l'étape initiale, toutes ces étapes initiales, toutes ces découvertes fondamentales viennent du public, viennent de structures académiques, universitaires, françaises ou que ce soit en France ou ailleurs. Après, il y a souvent la start-up qui est maligne et qui sait bien utiliser, puis après, il y a la Big Pharma pour faire des essais de phase 3. Et ça, c'est une succession très nord-américaine. En France, on n'arrive pas bien à faire le lien entre tout ça. Je pense qu'on a des structures académiques de très haut niveau, mais il manque du liant. Et donc, finalement, quand on arrive à travailler sur les essais cliniques, on est obligé d'avoir comme interlocuteur les industriels. Et c'est désolant d'entendre que toute étude indépendante, mais qui n'est pas mise dans le plan de développement qui a été fait il y a 5 ans à Philadelphie ou à Baltimore, que sais-je, il y a ça, il n'y a que ça, et tout ce qui vient, même si c'est cliniquement pertinent en latéral, c'est pas dans le plan, donc... c'est pas dans le plan, voire c'est dangereux pour eux, quoi. Mon histoire de l'atteinte méningée, c'est trop dangereux pour eux, dans le développement. C'est vrai que c'est dommage. On a des vaccins qui sont intéressants, on a le cancer qui est une maladie dans laquelle la recherche doit avancer assez vite, et donc il faut faire des essais qui ne sont pas forcément aussi grands que dans l'hypertension, pas forcément aussi longs. Il y a le problème quand même malgré tout de la tolérance, puisque là on cible des antigènes dont certains on ne sait pas très bien à quoi ils servent, peut-être qu'ils servent ailleurs dans le corps. Est-ce qu'il y a la nécessité de mettre en place, de faire des études courtes, mais d'avoir un suivi pour la tolérance à long terme? Bien sûr. Des études de vie réelle, d'ailleurs... qui sont maintenant demandées de plus en plus par les autorités? Par les autorités, et c'est ce que, je dirais, dans le domaine de l'oncodermato, c'est ce qu'on a fait dès 2013 avec la base de données nationale Melbase, qui, je dirais, collige maintenant plus de 3500 malades, tous à noter, pour lesquels on a des données de vie réelle en France. Sur une durée de 5 ans et plus, quoi. Ah oui, plus, même. Vous avez l'impression que les problèmes de propriété intellectuelle, de brevets, sont limitants? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, rallonger les durées des brevets pour inciter à plus de recherche? Je pense que ça serait effectivement une des solutions. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des très belles recherches en France et des start-up qui sont très pertinentes. Par exemple, dans le domaine de l'immunologie, la start-up marseillaise, la Inet Pharma, qui effectivement fabrique des très jolies molécules, mais qui ne semble pas pouvoir, je dirais, elle ou d'autres, aller au-delà finalement de la preuve de concept en phase 1. Après, il faut qu'elle passe la main à des big pharma. C'est souvent aussi ça, un petit peu le mal français, c'est que on a pas mal de bonnes idées, parfois des savants cosinus un petit peu bizarroïdes, mais des bonnes idées quand même, mais c'est leur bébé. Et comme c'est leur bébé, ils ont un peu de mal à dire « Ah bah tiens, je vais aller frapper à la porte de quelqu'un qui a les moyens pour qu'il fasse grandir mon bébé. Je veux garder mon bébé. » Et souvent... ceux qui sont bons pour les premières phases ne sont pas forcément ceux qui sont bons pour les phases suivantes. Mais bon. Après, peut-être qu'il faut un accompagnement au sein des académies et des universités pour
accompagner les chercheurs, justement, quand ils pensent qu'ils ont un projet intéressant pour qu'ils se... Alors, moi, je trouve que ça fait l'objet de plus de réflexions actuellement. C'est peut-être parce que je vieillis, que je suis invitée à plus de réunions, mais je constate que notre direction de la recherche, la DRCI, effectivement, est un peu plus proche de ces chercheurs pour, je dirais, l'éveil des appels d'offres, les aides au montage d'appels d'offres européens. Là, il y a une vraie démarche. Il y a une vraie démarche, et du coup, je dirais, on voit aussi on voit quand même des jeunes qui continuent à chercher, qui continuent à se passionner. Nous, dans le service, on a une jeune fusée là, qui vient d'avoir ce qu'on appelle un RHU dans le domaine des lymphomes cutanés. Et donc, voilà, je pense que le pessimisme n'est pas au rendez-vous. Super. Alors, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé et qui vous avait aussi interpellé, qui est toute la désinformation qu'il y a eu au cours de la Covid-19 sur les vaccins ARN, où on a assimilé ça quasiment à des thérapies géniques masquées. Est-ce que dans le domaine du cancer, vous êtes confronté à ces problèmes-là, ou est-ce que les malades acceptent assez facilement? Comment vous leur expliquez ? Alors, les malades acceptent avec plutôt de l'enthousiasme. Alors, comment on leur explique ? On leur explique, je dirais, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on va préparer un vaccin à l'aide de leur tumeur. Donc, le fait qu'on prépare ça à partir d'eux-mêmes, que ce soit développé à partir d'une partie d'eux-mêmes, je pense que ça les met en confiance. Alors qu'effectivement, quand on leur parle, même à un stade métastatique où l'enjeu est tellement plus important, enfin plus grave en tout cas, d'un de ces inhibiteurs de points de rétrocontrôle dont on parlait, antipédien, qu'on leur évoque le fait que dans 14% des cas, ils risquent d'avoir une hypothyroïdie, on voit tout de suite les barrières qu'il va falloir qu'on franchisse. Vous avez eu, petite histoire, des gens qui disent « Ah non, moi, les vaccins à ARN, je ne me suis pas fait vacciner contre le Covid, donc je n'en veux pas. » Non, pour l'instant, je n'ai pas eu encore. Peut-être que paradoxalement, des patients qui ont refusé le vaccin anti-Covid, enfin, c'est pas paradoxal d'ailleurs, accepteront celui-là parce que, comme vous le dites, c'est leur tumeur, c'est un traitement à la carte. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez... satisfaisant. Enfin, l'idée qu'on va me donner mon traitement pour moi que pour moi, on comprend que le concept soit séduisant pour le patient. Adapté à soi, avec finalement peu d'effets secondaires en dehors du syndrome grippal rajouté. Voilà. Alors, est-ce qu'on sera aussi, je dirais, séduisant quand on aura formellement démontré l'efficacité de ce vaccin, ce que j'espère, hein. Et quand on aura montré, j'espère aussi que ça marche tout seul, hein, dans des stades beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins à risque. Est-ce que si vous dites à quelqu'un, il y a 10% de risque que vous entendiez reparler de ce mélanome, hein, est-ce qu'il courra le risque de faire une vaccination ? Ça, c'est... Oui, mais si c'est peu dangereux, en général, ils vont dire pourquoi pas. Je pense, oui. Il y a aussi une question de dose, puisqu'on parlait justement, on parle plutôt de l'adjuvant. Pourquoi est-ce qu'en donnant des doses faramineuses, pour entraîner des réactions lymphocytaires faramineuses, on ne pourrait pas taper sur une tumeur et remplacer la chirurgie ? Parce que, je dirais, finalement, les immunologistes nous ont appris que... je dirais, l'efficacité, elle n'est pas forcément dose-dépendante comme, je dirais, peut l'être une chimiothérapie jusqu'à un certain degré ou une thérapie ciblée. Il y a parfois même une espèce de courbe en cloche avec, au-delà d'une certaine dose, peut-être en matière de vaccination, une induction de tolérance. Donc c'est effectivement, les immunologistes sont plus... C'était fait néanmoins dans la grippe, où avec l'immunosénescence chez les sujets âgés, il y avait des vaccins qui étaient plus fortement dosés. Oui, mais c'est parce qu'on sait que la réponse immunitaire est un peu lente et molle chez ces sujets, donc
on les stimule un peu plus fort. Mais alors justement, quand on est en adjuvant, on a encore toutes ces capacités. Quand on arrive au stade métastatique où on a vécu un certain nombre d'événements, est-ce qu'à ce moment-là, on a une réponse immunitaire qui est naturelle, qui est moins forte? Et est-ce qu'il faut stimuler plus fort? Je pense qu'il faut stimuler par plusieurs approches, surtout. C'est-à-dire que... Ouais. Vous pensez que, parce que vous l'avez dit au début, les progrès technologiques ont été tout ce qui a permis d'avoir la technologie de fabrication, ça va encore faire beaucoup de progrès? Est-ce que la façon dont vous travaillez aujourd'hui vous fera rire dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que on fera beaucoup plus vite, beaucoup plus facile? Je pense que ça va être exponentiel. Ah ouais. Je pense que c'est vrai qu'on voit arriver, alors je dirais, on voit arriver là des tas de nouvelles molécules, des cytokines un petit peu modifiées, des anticorps bispécifiques, des bispécifiques qui sont de mécanismes un peu originaux. On voit revenir les T-lymphocytes infiltrant les tumeurs avec des nouvelles approches. Je dirais, alors toutes ne seront pas couronnées de succès, parce que je dirais... je suis contente d'avoir vu l'arrivée des anti-PD1. On voit ça une fois dans une carrière, mais peut-être que, au fond, ces ARN messagers vont peut-être être le deuxième gros progrès thérapeutique. Et moi, je suis assez persuadée que oui, on va voir arriver d'autres progrès. Je pense que les modèles précliniques nous manquent en matière d'immunothérapie. Et là, on est en train de faire des progrès avec la miniaturisation des cultures d'explants. Alors, on les appelle d'organoïdes ou d'explants. Donc, je pense que les molécules vont pouvoir, notamment en association, s'évaluer de façon plus pertinente qu'avec ces sempiternels modèles murins qui ne sont pas forcément représentatifs. Donc, oui, moi, je suis confiante. Vous en avez dit un mot, les CAR-T, oui. Qui commencent à quitter le monde de l'hématologie pour aller dans le monde de la tumeur solide, pour imaginer des CAR-T en plus ou avec... Des séquences thérapeutiques. Alors le problème des CAR-T en tumeur solide, enfin, un des problèmes, il n'y en a pas qu'un seul, c'est qu'effectivement, il faut trouver, si on veut rester purement CAR-T, il faut trouver un antigène de surface. Que le domaine anticorps du CAR-T puisse reconnaître. Et ça, c'est moins facile qu'en hémato. Alors, on a trouvé une façon de ruser en prenant des TCR T-cells. C'est-à-dire, en fait, vous prenez des lymphocytes, mais au lieu, finalement, de leur transduire, en fait, un anticorps, un domaine anticorps, ces lymphocytes T vont exprimer, en fait, un récepteur de type T, l'antigène, qui va reconnaître des antigènes tumoraux. C'est ce qui a permis c'est le progrès thérapeutique dans le mélanome de l'UV. Avec la molécule, le T-bintafusp, qui reconnaît GP100, exprimé dans un contexte HLA par ces TCR T-cells. Là, on les étudie dans le mélanome cutané, lui et des cousins. Donc, je pense que les progrès vont arriver là, mais on est en train de mettre le doigt sur, effectivement, des antigènes de surface qui pourraient être prometteurs. Alors après, encore faut-il que ces lymphocytes T puissent arriver sur des tumeurs et y rester et ne pas, je dirais, être chassés par un micro-environnement hostile. Mais je dirais, moi, je suis très optimiste dans ce domaine-là. Alors, on arrive un petit peu au terme de l'émission. Avant de demander une conclusion, j'aurais voulu que vous resituiez le niveau d'importance des vaccins. On a vu que vous aviez vécu une révolution avec l'immunothérapie. Vous avez dit une fois dans sa vie, c'est bien. Et là, les vaccins, est-ce que ça va être 2 fois ou comment est-ce que vous voyez ça? Eh ben, écoutez, vous avez compris, je suis quelqu'un d'optimiste. Donc, je suis assez... optimiste sur le fait que cette phase 3 va faire ses preuves. Maintenant, ça, voilà, je
Je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Alors, c'est la fin de cette émission sur l'apport et les perspectives de vaccins ARN dans le mélanome et en oncologie. Alors, peut-être on commence avec vous, Jean-François. C'est quoi votre conclusion à l'issue de cette émission passionnante ? On a fait un certain nombre d'émissions sur des sujets comme ça, un peu nouveautés, excitants, à la mode. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui que j'ai touché du doigt de vraies révolutions. On a l'impression que tout s'emballe. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et c'est, moi, je trouve extrêmement excitant de voir comment du Covid on arrive au mélanome, ou du mélanome est allé au Covid pour revenir au mélanome, de la personnalisation. Enfin, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant scientifiquement, extrêmement excitant pour les patients, un peu inquiétant sur ce manque de coordination et les difficultés que vous avez. Mais j'ai l'impression que, après tout, il fait bon être oncodermatologue en France en 2024. Est-ce que je me trompe ? Il fait en tout cas bien meilleur qu'en 2005, quand on était au Déticène. Et c'est vrai qu'on a, alors effectivement, malheureusement pas avec tous les malades, mais on a, je dirais, des vrais moments de plaisir quand on revoit un patient qui... je dirais, à qui on a pu arrêter des traitements alors qu'il était avec un myélome métastatique 5 ans avant, qui est en rémission complète et qui vient d'avoir un bébé pour l'un d'entre eux. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on fait médecine, quoi. Ouais. Et votre conclusion, si vous en avez une, ou votre message ? Eh ben, c'est de faire de l'oncodermatologie. C'est de faire de la cancérologie. C'est de, en tout cas, on a bien compris à perpétuer cette belle spécialité qu'est la médecine. On a bien compris que le mélanome était une tumeur passionnante. Eh bien, écoutez, j'espère que cette émission vous aura aussi passionné que nous, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la portée de l'innovation en devenir des ARN messagers dans le mélanome et les autres cancers. Merci beaucoup à nos deux intervenants et à très bientôt pour une prochaine émission de la santé en question sur Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.